Salam alaikum, Mazoul, bonsoir. Hier, à Place de la République, à Paris, le Hirak parisien a annoncé son grand retour. Ceux qui pensaient l'avoir définitivement neutralisé, après y avoir injecté leur poison, en seront pour leurs frais. Un rassemblement qui se sera distingué par son unité, par de mêmes slogans, une même mobilisation, une discipline remarquable et de mêmes revendications. مدنية ماشي عسكرية ما كانش الانتخابات مع العصابات جزائر حرة ديمقراطية تبون مزور جابوه العسكر. Il y avait plusieurs agoras de collectifs et d'autres, mais sans clivage revendiqué, sans hostilité. Les intervenants passaient de l'une à l'autre sans que cela pose un quelconque problème, si ce n'est un peu celui de la concurrence décibels. Mais ce qui a réellement émerveillé tout le monde est cet amour pour leur pays de tous ces compatriotes de la diaspora qui étaient venus communier dans de mêmes espérances, un même rêve, un même amour pour leur pays, indéfectible, inconditionnel. Pour beaucoup, c'était une journée de repos hebdomadaire, mais ils ont préféré la consacrer à leur idéal, à leur rêve d'une Algérie meilleure, plus juste, plus sereine, plus sociale. Nombreux, parmi eux, étaient venus de toute la France, certains de très loin. Ils rayonnaient tous et toutes de cette jubilation, de cet enthousiasme des grands jours du Hirak comme à ses premiers balbutiements. Un agent du consulat, que beaucoup connaissent, un habitué des lieux, et que personne n'a daigné interpeller, se faufilait parmi la foule, la mine défaite. Il ne parvenait même pas à cacher sa désillusion. J'imagine qu'après les très dures polémiques qui avaient été sciemment inséminées au sein du Hirak parisien et qui avaient provoqué, il faut le reconnaître, un grand malaise, puis une très grave démobilisation, jusqu'à réduire le rassemblement hebdomadaire en peau de chagrin, le réduisant de plusieurs dizaines de milliers de manifestants à quelques centaines seulement. Ceux qui étaient à la manœuvre ne cachaient plus leur triomphe. C'était pour eux mission accomplie. Mais c'était aussi compter sans ce formidable ressort caché des grands mouvements populaires, ce génie des peuples qui sait si bien renaître de ses cendres, refleurir, s'épanouir de nouveau et revenir au front de la résistance encore plus fort et plus beau que jamais. C'est cela que nous avons vécu hier à Place de la République, dans une véritable allégresse et une détermination qui laisse augurer le meilleur pour cette révolution pacifique contre un des systèmes les plus prédateurs de l'histoire humaine. Hier, à Place de la République, comme samedi passé à Genève, comme tous les vendredis et les mardis en Algérie, des hommes et des femmes libres se mobilisent, malgré leurs contraintes, et dans le pays, malgré la féroce répression. Ils sont la preuve vivante que les grands mouvements populaires peuvent connaître des reflux stratégiques, voire des moments de doute. Mais comme tous les grands mouvements populaires, la conscience politique, même naissante, même infestée par la subversion, parvient toujours à inventer les complots, parvient toujours à ressouder ses rangs et à tracer sa route jusqu'à la victoire finale. Les sujets de discussion dont
toutes les agoras d'hier et dans tous les débats tournaient tous autour de la question des détenus politiques, des élections scélérates, de la subversion du régime et de ses tentatives de diviser les Algériens, de les dresser les uns contre les autres, du publi-reportage du Point, de l'édito du Monde, du journal Le Monde, de la répression qui fait rage et surtout de ce qu'il convient d'entreprendre maintenant pour chasser ce régime et pouvoir enfin instaurer un véritable État de droit. Algérie, le régime parle d'engouement populaire pour les élections. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Assia Guchoud, de passage à Paris, venue de son Strasbourg lointain. Assia, merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. Salam alaikum. Azoul Fillaouen. Azoul Fillah. Et on dit Azoul Fillak? Azoul Fillak. Même pour une femme, on dit Azoul Fillak? Fellek, oui. Lem. Non, pour une femme, c'est Azoul Fellem. Voilà. La preuve que je connais ta majorité. Oui, et la preuve que Idir ne connaît pas tellement que ça. Ah non, je suis désolé. Ouais. C'est... Alors, Madame... Idir et Ibrahim Younsi, qui ne sont plus à présenter, marhaba bikoum fi zouj, merci d'être là. Merci pour votre invitation. Bonsoir, madame. Et Karim Naïtou Slimane qui va nous rejoindre bientôt. Mais avant, Assia Guchoud, vous qui êtes venu de Strasbourg, donc on s'est rencontrés hier à Place de la République, nous tous d'ailleurs qui sommes là, avec vous. Et donc, comme beaucoup, vous êtes venus de très loin pour quelques heures de manifestation. Oui, je suis venue de Strasbourg. Il y a des personnes qui sont venues d'encore plus loin, hein, a priori, d'Italie, de Suisse, d'Allemagne, on a rencontré quelqu'un. Oui. Voilà, de Marseille. Marseille, c'est quand même beaucoup plus loin que Strasbourg. Mais il était important pour moi d'être hier avec vous. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est un peu la continuité finalement de ce rassemblement, de se retrouver tous ensemble sur ce plateau et sur cette chaîne qui est vraiment la chaîne de la révolution algérienne. Hein. Donc, je suis ravie. Vraiment, merci. Merci. Alors, à un certain moment, la mobilisation de la diaspora s'était un peu essoufflée à cause des polémiques qui avaient été inséminées par certains. Et ça a dégoûté un peu tout le monde. On est passé de 30 000, 40 000 personnes de rassemblement à Paris à 200, 300 personnes. Et puis hier, c'est comme un flamboiement, c'est comme un retour. Comment ça se fait ?
Je pense que là, les Algériens ont dépassé un peu toutes ces polémiques parce qu'il est nécessaire d'envoyer un message positif à l'intérieur. Nous voyons ce qui est en train de se passer en Algérie, la répression, les arrestations. Là, nous sommes quand même à un chiffre dramatique. Hein. Nous sommes à plus de 200 personnes qui sont en prison, 214 je crois aujourd'hui. Dont des femmes. Hein. Dont des femmes, oui, bien sûr, et dont 80 personnes qui sont en grève de la faim. Qui ont débuté une grève de la faim hier. Donc peut-être que la diaspora a compris que nous devions dépasser nos égos et nos petits problèmes entre nous et devenir un véritable écho à la révolution, comme nous avons su le faire pendant la pandémie, hein, quand le Hirak en Algérie voilà, avait stoppé, s'était arrêté pendant un temps. Nous étions un relais finalement, une continuité. Donc c'est bien, nous savons mettre de côté toutes ces histoires, toutes ces polémiques pour pouvoir continuer ici à porter la voix de nos concitoyens en Algérie. Mais le régime qu'on avait un peu sous-estimé au départ, il a vite trouvé la formule idoine, diviser les Algériens, ici et là-bas dans le pays, tout simplement entre islamistes, laïcs, entre kabyles, non-kabyles, entre les uns et les autres. Il est parvenu à faire réagir des extrêmes jusqu'au point, comme je le disais tout à l'heure, à littéralement démobiliser une grande partie du Hirak. Comment faire à l'avenir pour éviter que ça ne se reproduise? Déjà, retenir la leçon, ça c'est clair, chose que nous n'avons pas su faire finalement parce que ce régime, il a été dans son rôle. Et depuis 1962, il a toujours joué cette carte-là de la division, nous le savons. Donc nous n'avons pas su peut-être appréhender ça en amont et faire attention à toutes ces propagandes au sein des rangs. Donc aujourd'hui, peut-être que nous devons en tirer des leçons, clairement, et ne plus retomber dans ce piège. Le piège, il est flagrant. Hein. Dès qu'il s'agit de diviser un Algérien de son frère, il faut éviter ça, il faut éviter systématiquement. C'est-à-dire quiconque vient avec un message polémique, il faut le rejeter, quel qu'il soit. Oui, bien sûr. De quelque bord qu'il soit. Bien sûr, parce que ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, nous avons un ennemi, nous avons un objectif. L'ennemi, nous le connaissons, et notre objectif aussi. Donc, ce n'est pas de combattre un frère, ni une idéologie, ni une pensée politique. Nous ne sommes pas encore là. Ça viendra par la suite, mais ce n'est pas encore le moment. Donc, unissons nos forces, tous ensemble, déjà pour que nos concitoyens en Algérie voient que nous sommes unis, c'est très très important. Nous ne devons pas renvoyer comment cette leur image. envoyer ce message dont vous parliez? Vous me disiez tout à l'heure, il faut absolument envoyer des messages au pays pour leur montrer que nous sommes unis, que nous ne nous laisserons pas diviser. Comment faire d'après vous? Hier, c'était un message fort. Hier, c'était un message très fort. Nous étions unis, place de la République. Hier. Alors, nous allons voir quelques images de la place de la République hier, s'il vous plaît. Pauvres et malandrins de manteaux devenus, quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre. C'était magnifique, Sia, hier. C'était très émouvant. C'était très émouvant, vraiment. Je suis encore très émue parce que j'ai retrouvé mes concitoyens. Vraiment, hier, des personnes qu'on connaît souvent sur les réseaux sociaux, qu'on n'a pas l'occasion de rencontrer, qui sont venues, on s'est reconnus par nos pseudos ou nos noms respectifs sur Facebook, par exemple. Et nous sommes rencontrés, nous avons fait des photos. Moi, je suis passée voir tout le monde, sans exception. Toutes les personnes qui se trouvaient à République, d'une agora à l'autre, tous les activistes aussi connus ou pas connus, voilà, avec lesquels on échange habituellement. Et vraiment, il y avait Roh al-Watani hier,
qu'on a ressenti et ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Comment expliquez-vous que des gens dont leur vie est ici maintenant, ici, un peu partout en Europe, dont les enfants sont là, ils sont nés là, ils ne repartiront certainement pas, même si l'Algérie demain retrouve un véritable État démocratique, comment expliquez-vous cet attachement des Algériens à leur patrie d'origine? Alors cet attachement, nous l'avons toujours eu, mais le fait qu'aujourd'hui notre terre soit en danger, c'est-à-dire que c'est véritablement un danger là ce qu'on est en train de vivre. L'Algérie vit des heures graves, des heures très graves. Tout le monde a accès justement à l'information. C'est pas comme dans les années 90. Sur les réseaux sociaux, on voit les vidéos, les arrestations, la répression, les tortures nous arrivent. Voilà tout ce qui se passe dans les centres de renseignement. Donc les gens, il y a cette sensibilité, on se sent concerné. Il s'agit de nos frères. Il s'agit de notre terre. Et on voit aussi où ce régime a mené le pays. Sur le plan économique, sur le plan social, c'est très très grave ce qui est en train de se passer. Donc forcément, on vit ici, on vit dans un état de droit. On vit dans un état de droit et on voudrait la même chose pour notre pays. Pour nos enfants, nous, c'est terminé peut-être maintenant. Enfin, moi, j'attends rien de l'Algérie. C'est vrai que ma vie, je l'ai faite ici. Ça sera pour mes enfants, pour leurs enfants, mes petits-enfants et pour ma famille qui est là-bas, mes cousins, etc. On a envie d'une vie meilleure pour notre pays. Alors, la manifestation, les rassemblements, les participations, comme vous l'avez vous-même fait à Strasbourg, aller au Parlement européen, interpeller les peuples, non pas les États, mais les peuples pour interpeller leur solidarité. Mais comment faire aussi pour essayer de lancer des actions concrètes pour dénoncer la corruption, pour essayer de repérer les gens qui ont volé l'argent et qui l'ont placé ici en Europe, qui ont acheté des biens, qui font prospérer leur argent, qui l'ont fait blanchir dans des pays comme la France notamment. Comment est-ce que vous pensez pouvoir organiser des actions coup de poing et des actions suivies de ce genre, de ce type? Oui, alors ça demande quand même une certaine organisation, ça c'est clair. J'en ai parlé beaucoup ces derniers temps, notamment pour interpeller des ONG qui ont tendance à, à dénoncer la corruption à travers des plaintes qui sont déposées, mais il faut que ce soit des avocats, des juristes qui constituent un dossier bien fourni. Il y a des obstacles de ce côté-là, on le sait, de la part du gouvernement algérien, mais aussi du gouvernement français. Il y a des obstacles. Oui, voilà. Évidemment. Donc il y a par exemple une ONG qui s'appelle Sherpa. Même vous, en tant que citoyen, vous pouvez faire une dénonciation qui peut rester aussi anonyme. Donc, si vous avez connaissance d'une personnalité ou d'un homme politique qui a des biens à l'étranger suite à un blanchiment d'argent ou à des fuites de capitaux, vous pouvez dénoncer. Il y a des enquêtes qui Vous avez dit Sherpa? Sherpa, oui. D'accord. Sherpa, SHARPA, voilà. D'accord. Donc il y a Transparency aussi qui fait un travail extraordinaire. Ils ont déjà eu des dossiers en Afrique contre des chefs d'État, voilà, des ministres, etc. Donc il y a des choses qu'on peut faire, mais il faut déjà qu'on puisse s'organiser, qu'on puisse se retrouver autour d'une table, par exemple, travailler ensemble. Nous parlions de cette difficulté tout à l'heure d'aller les uns vers les autres, mais ça vient. C'est aussi un apprentissage, 2 ans et demi. Il a fallu qu'on se renifle, entre guillemets, qu'on apprenne à se connaître. Il y a une question de confiance qui a dû s'installer entre les différents activistes. Nous avons été infiltrés, il faut le dire. Ça existe. Oui. Voilà. Donc aujourd'hui, nous savons avec qui nous pouvons travailler. Maintenant, mettons-nous autour d'une table, trouvons des solutions et allons de l'avant. Assia Guéchoud, merci beaucoup. J'espère que vous reviendrez souvent. On a l'habitude de vous inviter par Skype, mais c'est mieux de vous avoir ici avec nous. Merci beaucoup, Assia Guéchoud. Alors, si oui, bien sûr. La confiance est une institution invisible qui est difficile à mettre en place. Tout à fait. Exactement. Une institution invisible qui est difficile à mettre en place. Je mettrai mon grain de sel. La confiance ou la suspicion,
sont des sentiments personnels. La question que vous posez pour la confiscation des avoirs criminels est d'une importance capitale. Ce qu'il faudrait peut-être, c'est dans le cadre du Hirak, je pense à la jeunesse, à notre ami Karim qui va bientôt nous rejoindre et d'autres militants activistes, c'est exactement la répartition du travail. Il faut que tout ça converge vers une seule chose, vers la transition, mais tout en mettant la pression sur justement la confiscation des avoirs criminels. Hier, sur Place de la République, je n'avais pas une vision parce qu'on a été tellement sollicité. Je n'avais pas une vision de ce qui se passait. Je viens de voir les images et ça m'a donné l'impression là de ce qu'on appelle d'une paningénésie. C'est peut-être, c'est-à-dire la renaissance. La paningénésie. C'est-à-dire la renaissance d'une société. C'est magnifique. Et il y a ce que vous une dites. renaissance. Oui, c'est vrai. Nous sommes en train de renaître. Exactement. Alors, à ces exigences, M. Benchenouf, le débat va commencer à ce moment-là. Et alors, avant de remercier Assia, nous allons vous passer des images, c'est absolument incroyable, de la présidence de la République algérienne démocratique et populaire. Sur son site, vous pouvez y aller maintenant avant qu'il ne le retire la publication, ils ont falsifié la couverture du journal Le Point. Nous allons vous montrer les images et nous vous retrouvons dans un instant. Merci Assia, au plaisir. Assia, يعطيك الصحة. Alors là, vous voyez le point tel qu'il est original. Hein. Ça, c'est la couverture telle qu'elle est sortie. Vous voyez en haut une oreille, une bande où on voit Tebboune avec l'annonce. Et là, regardez ce qu'ils ont fait. Et ils ont mis Macron en haut dans une oreillette et le Tebboune qui a la principale. Voilà, regardez, c'est incroyable. C'est du piratage. Ils ont même inventé un code barre qui n'existe pas dans l'original. Ils ont même inventé l'identification du photographe qui n'existe pas sur l'original. Voilà, on va encore revoir. Voilà, l'original à gauche de votre écran et le point, la couverture trafiquée à votre droite. C'est incroyable, on n'a jamais vu ça. C'est incroyable. Alors, Karim... Juste quelque chose. Monsieur Benchenouf, je suis avare de compliments vous concernant, mais je vous félicite pour ce que vous nous avez montré là tout de suite. Merci, mais je n'ai pas de mérite. Hein, je n'ai pas de mérite. C'est la présidence algérienne de la République qui vous a donné l'occasion de briller. Karim Naïtou Slimane, merci d'être avec nous. Bonsoir Djemeldine. Merci d'avoir cédé la place à Assia. C'est un plaisir. Merci. Merci. Bonsoir aux invités. Parce qu'on n'a pas encore la possibilité de recevoir 4 invités en même temps, ce qui nous saurait tarder. Hein, mais en attendant, merci. Alors, mes chers amis, d'abord sur cette histoire de piratage, de falsification de la couverture du journal Le Point, du magazine Le Point, et qui a été publié sur le site officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Je vous laisse en parler. Un tour de micro. C'est fort de café. C'est très fort de café. C'est trop dosé. Oui, c'est trop dosé. C'est corsé même. C'est très corsé. Aller jusque-là, de toute façon, ils ont l'habitude de fausser les jeux et les enjeux. Ils ont été des faussaires. Faussaires, c'est le mot. Hein. Oui, vraiment des faussaires. Mais ça les dessert, ça. Ça les ravale, ça les dégrade. Ben oui, ben justement, mais ils n'ont pas l'impression, ils se croient plus malins que les autres. C'est comme les mauvais voleurs. Ils croient qu'ils ne se feront pas attraper. Et comme les mauvais faussaires, d'ailleurs, ils se font toujours attraper. Oui. Voilà. C'est des trafiquants.
Mais les trafiquants, les faussaires, généralement, c'est des artistes. Oui, ils font de façon très fine. Là, c'est trop mais grossier, c'est trop vulgaire. C'est de mauvais trafiquants, mais c'est des trafiquants quand même. Quand même. Voilà. C'est incroyable. Ce que je voulais dire, c'est pour rebondir sur ce que dit Moulay Ibrahim, c'est qu'on est arrivé au stade à fabriquer de la fausse monnaie. Donc c'est déjà c'est vrai. La planche à billets. La planche à billets, c'est finalement de la fausse monnaie. Hein, oui, bien sûr. Mais ça, c'est inimaginable. C'est de la fausse monnaie et de la monnaie de singe. Oui, de la monnaie de singe. Mais pour ça, je pense qu'il faudra passer rapidement là-dessus. Quand vous avez une justice civile qui est instrumentalisée, où on fabrique des dossiers à des militants, et qu'une justice militaire aussi qui était aux ordres et qui, à la limite, disqualifie et déshonore l'armée, il y a l'affaire Salah Bey, il y a l'affaire qu'on a fabriquée... Saïd Bey. Ça déshonore l'armée parce qu'il a été condamné à 15 ans de prison. Oui, c'est juste pour vous dire jusqu'où ils peuvent aller, parce que c'est pas la couverture. Il y a plus grave que ça. Oui. Le fait qu'on ait monté un dossier, qu'on soit d'accord ou pas avec le général Toufir, Tartag, etc., d'un point de vue de droit, on leur a fabriqué un dossier. Oui, c'est vrai. Mais ça jette le déshonneur sur la justice militaire aussi. Donc, par rapport à ce pouvoir qui tient à la fois la justice civile et la justice militaire, falsifier une d'un magazine, excusez-moi, il n'y a pas photo, je veux dire, c'est voilà, quoi. Je pense par contre que le fait est beaucoup plus grave que ça et beaucoup plus révélateur, parce que moi au début, sincèrement, j'y ai pas cru. Donc j'ai reçu cette information. Moi aussi, moi non plus. Moi je pensais que ça a été c'est un canular. C'est une farce de certains, surtout que j'ai vu cette page-là. Un montage. La première fois, je l'ai vue sur la page d'un groupe d'étudiants activistes, donc que je salue d'ailleurs. Mais après, comme je connais leur intelligence, je me méfie comme de la peste. Je me suis dit, c'est une farce, ça saurait être vrai. Et finalement, après vérification, j'ai vu que c'était sur le site de la présidence. Alors là, par contre, moi, je n'ai pas vu la blague, mais j'ai quand même une autre lecture qui est beaucoup plus grave et qui serait aussi beaucoup plus réconfortante pour la révolution pacifique. Parce qu'on connaît très bien qu'en Algérie, depuis de très nombreuses années, et ça c'était surtout depuis l'arrivée de l'époque Bouteflika, le président algérien s'est toujours légitimé par Paris. Paris, c'est le passage obligé. Mais cette fois-ci, grâce à la révolution pacifique, le président désigné, Abdelmadjid Tebboune, est assigné à domicile. Il est assigné à domicile par le peuple. Il n'a jamais fait une seule aucun déplacement déjà en aucune. Algérie, aucun déplacement en Europe, sauf à la fois où il est allé à Berlin. Et nous sommes allés l'accueillir donc à Berlin comme il se doit, avec les honneurs. Il a été aussi en Arabie Saoudite. Voilà, mais pas en Europe, je parle d'Europe. D'accord, parfait. Mais surtout, le passage traditionnel par Paris ne s'est pas fait. Et donc là, on a un peu comme une projection maladive d'un régime qui cherche toujours à passer par Paris, mais comme il n'y arrive pas, alors il le fait un peu de manière détournée, en apparaissant, en cherchant à apparaître, parce que ça n'est pas le cas, sur la une d'un magazine parisien. Mais il est apparu comment on dit, en bandeau. En bandeau. Oui, en bandeau, tout en haut. Mais le fait d'enlever le bandeau, d'y mettre Macron, et de mettre le substitut de Macron à la couverture en fait, en plein pot, comme on dit, c'est incroyable. Bah, c'est ça, c'est qu'on a essayé de dire que voilà, le président est passé sans y être allé par Paris, qu'il jouit toujours de cette aura sur Paris, ou je ne sais pas. En tout cas, ce complexe-là a toujours été une des caractéristiques fondamentales et essentielles de ce régime, même lorsqu'il s'oppose d'une manière maladive, lorsqu'il développe son discours nationaliste, soi-disant, contre... Et anti-français, il faut le dire. Et anti-français, mais c'est ça, oui, vraiment de bas étage. Et là, on voit une des manifestations. Donc, voilà, pour moi, c'est... Alors, nous allons justement parler un peu de cette... beaucoup d'Algériens considèrent que c'est un publi-reportage du Point, que ce n'est pas une interview digne de ce nom. Les journalistes ne l'ont interpellé à aucun moment. Ils ne l'ont pas repris, même quand il a dit des absurdités. J'en veux une pour preuve. Quand il a parlé des votes, il a dit 10 millions d'Algériens ont voté. Tout le monde sait que c'est 10 millions de bourrages, mais ça ne fait rien. On considère que c'est 10 millions d'Algériens. Mais la suite, il a dit... donc la majorité a voté. Ceux qui n'ont pas voté sont la minorité, alors que le corps électoral est de 25 millions à peu près. Donc les journalistes auraient dû lui dire pardon, Monsieur le Président de la République, ce n'est pas une minorité, puisque 10 millions par rapport à 15 millions, c'est la minorité. Comment ? Il y avait des journalistes en face de lui.
C'est à vous, Brahimi, aussi de nous dire ce que vous pensez de cette interview que je mets bien sûr entre guillemets. Je ne vais pas parler, quant à moi, du contenu tout de suite de l'interview, parce que c'est une interview surréaliste, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Mais cet entretien, en tout cas pour moi, renseigne ou révèle la psychologie de l'homme. La preuve, la une qu'ils font, c'est vouloir donner, et je suis d'accord avec toi, de l'importance à quelqu'un qui est insignifiant. Ça révèle une certaine psychologie. Qu'on le veuille ou non, il peut jouer les chefs d'État, les présidents de la République élus, etc., mais il y a une insignifiance. Et puis, ça révèle aussi sa culture ou son absence de culture. C'est extrêmement grave dans une interview comme celle-là, qui est longue, très longue. 9 pages. Où il n'approfondit rien. Rien, strictement rien. Dans tous les domaines, il n'approfondit strictement rien. Et puis, il révèle sa superficialité. C'est extrêmement grave pour un chef de l'État et quelqu'un qui se présente comme il le fait, comme quelqu'un qui compte et qui peut peser et compter dans les rapports internationaux. Alors que l'Algérie, hélas, ne pèse pas un iota sur la scène internationale. Pas un iota sur la scène internationale. Donc il se contente des généralités et sa pratique la plus courante que nous lui connaissons, c'est le mensonge, le trucage, l'invention, la mauvaise invention, etc., etc. C'est une interview vraiment bidon. C'est le moins qu'on puisse dire, je crois. Si alors, je peux rajouter juste oui, allez-y. À ça, comme ça on aura un peu bouclé avant que Karim n'intervienne. Au-delà, est-ce que vous avez, on a tous vu et écouté M. Tebboune quand il se faisait interviewer par les journalistes maison, les journalistes algériens. On a vu la qualité de ses propos, la qualité de sa syntaxe, sa vision. Tu en as parlé à l'instant là, ses arguments. Tandis que là, quand on reprend l'interview du Point, le préambule était d'une qualité infiniment supérieure que ce que nous a habitués à écouter M. Tebboune, hein, que cette interview a été verrouillée. Il ne me semble pas que M. Tebboune ait la capacité de formuler de cette manière-là. Et troisièmement, au-delà de l'indigence politique, de l'indigence intellectuelle de cette interview où il ne dit absolument rien. Donc, comme l'a suggéré M. Benchelouf, c'est un publi-reportage. Mais ce qui serait intéressant de croiser, c'est que suite à cette interview, donc qui était finalement, je ne sais pas combien si l'État algérien a payé, hein, ce qui reste du domaine du possible. D'une façon ou d'une autre, même si ça n'a pas été facturé. Tout à fait. La publicité, des choses, il y a des choses. Par contre, est-ce que nous ne pouvons pas croiser avec l'éditorial du Monde qui croise et qui va à l'opposé de ce qu'a déclaré M. Tebboune. Je crois qu'on devrait croiser ça et je vous laisse... J'apporterai une nuance à ce que vous avez dit parce que c'est un fait quand même très important dans le diagnostic de la situation générale avec ce qui vient de se produire, c'est-à-dire l'usurpation, donc le trucage de la une, plus ce publi-reportage du Point. Je pense que le système algérien est passé de la vacance du pouvoir, c'est-à-dire qu'à un certain moment, on avait un Bouteflika malade dont on a usurpé la fonction. Mais il faut dire quand même, avec tous les torts qu'on lui reproche, que pendant son absence, et c'est ce qui a permis d'ailleurs qu'on puisse usurper son poste, le sceau, c'est que lui, il arrivait quand même à remplir le poste du président. Il avait une certaine aura que... On ne peut pas le dénier. C'est toute autre classe. Hein, mais là, on peut dire tout ce qu'on veut, mais un Bouteflika comparé à un Tebboune... Mais là, je pense que la crise du système s'est aggravée parce que non seulement on sait très bien que le sceau est toujours... il y a de fortes doutes à ce qu'il soit toujours confisqué et que la fonction n'est pas remplie. Mais là, ça se creuse et ça devient encore plus grave. Là, on n'a même plus la personnalité, c'est-à-dire une vacance de personnalité, c'est un vide. Et à travers ce publi-reportage, on a essayé de donner un peu de consistance à un personnage transparent. Mais ça ne fonctionne pas, ça ne prend pas, et ça ne fait qu'aggraver la crise. Et c'est pour ça que je pense que réellement, et on va en parler tout à l'heure,
c'est les derniers moments de ce système, parce qu'il n'arrive même plus à présenter un nombre de pailles. Ce que je voulais dire, à l'époque où tu situes l'espèce de vacances du pouvoir, parce qu'il y a vacances du pouvoir à l'époque de Bouteflika, à partir de 2013, me semble-t-il, dans son premier problème médical, c'est qu'il avait autour de lui certaines figures emblématiques ou pas, de partis politiques qui lui jouaient le jeu de pare-choc. Or, M. Tebboune n'a pas de pare-choc, il n'a pas de société civile. C'est lui le pare-choc de l'armée. Et plus grave encore, c'est que par l'intrusion quasi quotidienne de M. Chengheriha sur les écrans de télévision, à faire campagne à la place du président, vous imaginez des élections législatives, à faire campagne à la place du Premier ministre qui doit aller au charbon, et c'est M. Chengheriha qui y va, non seulement il disqualifie la fonction présidentielle, et il relègue M. Tebboune à faire valoir. Pourtant, M. Tebboune, dans cette même interview, a déclaré que l'armée était neutre, qu'elle ne fait pas de politique. Tout à fait, que c'est une institution qui est au service de... Voilà. C'est la raison pour laquelle, moi, j'ai regardé un peu, j'ai fait un portrait psychologique plutôt que de voir les événements qu'il a déclamés, si j'ose dire. Cet homme a montré une fourberie hors du commun. D'abord, il se parjure, il s'est parjuré. À plusieurs reprises. Oui, d'une part. Et ce qu'il fait à Abdelaziz Bouteflika, parce que vous en avez parlé, est indigne. Est indigne. Parce qu'il avait juré qu'il mettrait en œuvre entièrement, quoi qu'il arrive, le programme... Quoi qu'il en coûte aussi. Quoi qu'il en coûte. Le programme... programme du président de la République, comme pour le citer. Et dans cette interview, dans cet entretien, il donne un véritable coup de poignard dans le dos d'un homme à terre. Et il dit... c'est un parjure. C'est un parjure. Oui, et il dit qu'il a été chassé, qu'il a dû traverser le désert parce qu'il s'est opposé aux forces de l'argent. Il ne dit pas qu'il a été Premier ministre, et il ne dit pas que la traversée du désert, ces 10 ans d'absence, c'est dû à l'affaire Khalifa, et que 10 ans après, il a été rappelé comme ministre de l'Habitat aussi. Cet homme n'a aucun langage politique, et le langage politique est très important, mais au-delà de ça, il n'a ni principe, ni éthique personnelle, ni éthique politique. Et ça, pour un chef de l'État, c'est extrêmement grave. Je vais vous dire que je me suis arrêté de lire cet entretien lorsque il a dit qu'il a été toujours opposant, à l'intérieur du système. Oui. Il s'est présenté comme un tête dure. En plus. J'aimerais bien qu'on nous prépare cette déclaration d'Oqsemu Billah, Barnamj al-Raïs, et les photos, on le voit en train de caresser Saïd Bouteflika. Et ça, moi en particulier, vous aussi, je ne peux pas et je ne pouvais pas laisser passer ça. Parce que c'est une insulte grave à tous les opposants, surtout les morts, et bien sûr les vivants et ceux qui sont en train de s'opposer aujourd'hui à son système à lui, à un système dans lequel il a navigué, dans lequel il était plongé comme un poisson dans l'eau. Et ça, c'est inadmissible de dire qu'il était un opposant à l'intérieur même du système. Et la traversée du désert. En plus. Alors, il s'est prévalu d'être une tête dure à l'époque. La tête dure. Non, ça c'est probablement Kamel Daoud qui l'a fait dans une présentation non signée d'ailleurs. Qu'il était un mouton noir. Une tête dure. Qu'il était une tête forte. Forte tête. Et le mouton noir. Et le mouton noir. Alors, c'est fort de café. Dans une lettre dont nous allons parler, que monsieur l'ambassadeur d'Algérie en France a fait au journal Le Monde, qui, juste après cette parution du Point, a commis, allez, osons le verbe, a commis un éditorial très dur contre le régime algérien, très dur et très réaliste, contrairement au publi-reportage du journal Le Point. Alors, parlons de ce publi-reportage. Écoutez ce que dit l'ambassadeur dans sa réponse au Monde. Il semble que l'écho favorable engendré par cette interview ait suscité la réaction de certaines parties à l'origine des manœuvres visant à discréditer l'œuvre salutaire
entamé en Algérie depuis les élections présidentielles du 12 décembre 2019. Rendez-vous durant lequel, faut-il le rappeler, le peuple algérien a souverainement et démocratiquement élu son président. Est-ce que ça doit être commenté, ça? Non, mais quoi dire? Sauf que moi, je suis peiné. Je suis peiné et déçu parce que Daoud Antar, je ne parle pas de l'ambassadeur. Daoud Antar, je le connais bien. Non, Daoud Antar, l'ambassadeur. D'accord. Parce que je le connaissais, je le connais. Il était un collègue et un copain, j'ose le dire. Je ne vais pas dire jusqu'à qu'il était un ami, mais un copain. Mais il était un collègue. Je suis vraiment déçu, très déçu de ce communiqué, très déçu, qu'il signe. Et c'est malheureux qu'il le signe. Si c'est lui qui l'a rédigé, c'est très mal rédigé. Il est très incroyablement faible, mal rédigé. Ouais. Il est très faible, y compris dans sa teneur. Il est extrêmement faible. Et je suis vraiment très, très peiné, très déçu de voir Antar Daoud à ce niveau. Même l'interview qu'il avait donnée sur le report de la visite du gouvernement français en Algérie, je l'ai suivi à la télévision algérienne, je l'ai trouvé en deçà de ce qu'il était. Du journaliste qu'il a été. Mais du journaliste du régime, hein. Oui, bien du sûr. journaliste de l'establishment. Si tant est qu'on peut traiter cette junte d'establishment. C'est autre chose. On a travaillé ensemble. Moi, j'étais à la radio, il était à la télévision. Donc, j'ai bien connu Daoud Antar. Et je suis déçu. Je suis très déçu. Le communiqué... tu as terminé, voilà, c'est bon. Oui. Le communiqué de l'ambassade de France non, mais avant d'y arriver... ne répond à aucun canon diplomatique. Brahim l'a résumé, oui, aucun canon diplomatique, il n'y a aucun usage, il est d'une vacuité et d'une... Et qui plus est, monsieur Benchenouf, sur l'éditorial du Monde, il n'y a aucune contre-vérité, et je le trouve à la limite très doux par rapport à ce qui se passe réellement. Il est en deçà de la vérité. Alors on va en parler. D'abord, qu'il était faible. D'abord, il y a, c'est très important à relever, une tribune qui est apparue dans le journal Le Monde, signée par des dizaines de personnalités françaises et autres, qui apportent leur soutien, d'ailleurs c'est le titre, soutien aux manifestants pacifiques qui revendiquent un état de droit en Algérie. C'est tout un programme dans le titre. C'est sur Libération. Ça. Sur Libération. C'est pas Le Monde. Ah, Libération. Non, c'est Libération. Alors, il y a eu ça, et puis après, juste après, pour en arriver à cette histoire de la réponse de l'ambassadeur, après, il y a eu un édito dans Le Monde, mais alors, c'est un édito absolument très fort, comme vous dites, où on ne peut pas trouver à redire, parce que tout ce qu'il dit est rigoureusement authentique, vrai. Et nous sommes prêts à demain, s'il y a un procès en diffamation, à aller témoigner personnellement, je parle pour moi, à témoigner en tant que témoin, en tant que journaliste, que tout ce qui est dit, vraiment, j'oserais dire, c'est une action à minima. Ils ont dit le vrai minimum, ils ne sont pas allés très loin. Hein. Alors, le titre, l'Algérie dans l'impasse autoritaire. Et il y est dit que Tebboune n'a pas été élu, c'est une fraude électorale, c'est très vrai. Tous les Algériens le savent. Ils disent que c'est l'armée qui est le patron de la combuse. C'est vrai. Ils disent que la répression s'accentue à l'approche des législatives. C'est vrai. Ils disent, contrairement au point que les élections sont majoritairement, massivement boycottées. C'est vrai. Il dit que la contestation est systématiquement étouffée, qu'il y a une subversion qui tente de casser le Hirak pacifique. Tout ce qui est dit est rigoureusement vrai. Je souhaiterais que vous lisiez le passage sur la répression qui vise désormais les partis politiques établis. Vous l'avez là. Continuez. Oui, mais allez-y, vous pouvez lire des passages. Hein, oui. Ouais. Ils disent dans le communiqué, la répression vise désormais les partis politiques établis, remettant en cause la conquête du pluripartisme datant de 1988. Il est clair que le MDS a des quelques difficultés, que le RCD a été inquiété, que le parti de Mme Zoubida Assoul, l'UCP, a été inquiété, que le PST a été inquiété. C'est des choses factuelles. Et moi, excusez-moi, je veux pas apparaître comme le petit bourdon, mais moi j'estime que cet éditorial est en deçà de la vérité. Parce que quand vous voyez les conditions carcérales de tous les détenus d'opinion, des grèves de la faim qui sont entamées, on a embastillé plus de 2000 arrestations sur les 2 derniers week-ends, et toutes ces questions-là, elles renvoient à des choses concrètes.
pour rebondir juste, et j'aurais terminé, excusez-moi, sur la tribune, il me semble qu'actuellement, il y a une conjonction à l'international de condamnation quasi unanime par rapport, et ça va monter crescendo, parce que le pouvoir a deux choix. Soit il comprend... Ce ne sont pas les États, il faut bien le préciser. Ouais, tout à fait. Ce ne sont pas les États qui apportent leur soutien à la contestation. Ce sont les peuples et les intellectuels, les associations. Les associations, et même quand on est représentant, qu'on est parlementaire européen, vous êtes au suffrage universel, vous êtes légitime à parler. Au nom de votre peuple. Au nom du peuple. Démocratiques. Ouais, c'est une exigence démocratique. Et ce que je voulais dire, c'est que la conjonction de tous ces éléments-là fera en sorte d'affaiblir encore plus le pouvoir. Et d'ailleurs, c'est un pouvoir tellement affaibli que cette réponse de l'ambassadeur d'Algérie montre justement... On va arriver à la réponse. D'abord sur le monde, sur l'édito. Ouais. On va essayer l'édito, je pense que ce qu'a dit... Oui, mais il y a des choses qui sont graves. Quand il dit les élections qui s'annoncent comme un nouveau rendez-vous manqué pour la démocratie algérienne, un nœud coulant étouffe peu à peu le désir de démocratie des Algériens à la veille des élections législatives. Ce sont des vérités. Et je suis même d'accord avec Dédé quand il dit c'est en deçà, c'est-à-dire la réalité est encore pire en vérité. Absolument, c'est ça. En vérité. Voilà, exactement. C'est ce qu'on dit. Mais déjà, cet éditorial reflète grosso modo la réalité politique. La réalité politique. Pour moi, c'est un excellent éditorial. D'abord, le titre, il faut le trouver. Il faut trouver ce titre. Ah oui, l'Algérie dans l'impasse autoritaire. Ils ne savent plus quoi faire, quoi. C'est la réalité que personne... Ça résume tout. Il ne faut pas aller plus loin. Moi, je ne suis pas allé plus loin. J'ai tout lu, bien sûr. Oui, mais quand vous disiez dans un climat lourd de peur, le régime a réussi à mettre fin par la force, sauf en Kabylie, aux manifestations hebdomadaires qui défiaient son pouvoir. Alger est sévèrement bouclé chaque vendredi. Pas moins de 2000 personnes ont été arrêtées en 2 semaines, etc. C'est très vrai, c'est factuel. Je l'ai dit, d'abord, l'impasse autoritaire, première chose. Oui. D'abord le titre. Ensuite, l'éditorialiste qui n'a pas signé, oui. J'aurais voulu le féliciter, corse les choses dès la première phrase. Oui. Dès la première phrase. Absolument. Avec le chapeau. Avec le nœud coulant. Nœud coulant. C'est coulant. incroyable. C'est très fort comme image. C'est extrêmement fort. Qui étouffe le désir de démocratie. C'est parlant. C'est parlant. C'est très menaçant, parce que le nœud coulant, on tire au fur et à mesure. Absolument. Ouais. Et puis enfin, l'éditorialiste, à mon sens, assène le coup de grâce dès l'introduction de son texte. N'attendons même pas la conclusion, parce que pour moi, c'est la conclusion. Avec ce Abdelmadjid Tebboune, président élu, lors d'une élection truquée en décembre 2019. La messe est dite... Aucun journaliste jusqu'à maintenant n'a dit une chose aussi vraie. La messe est dite. Itmissa, comme disent les chrétiens, comme disent les prêtres. Itmissa. La messe est dite. Ce que je voulais dire, c'est que dans le titre que Brahim et Karim ont souligné, dans l'impasse autoritaire, je crois qu'on a dépassé, Brahim, permets-moi cette nuance, on a dépassé l'histoire ou le stade du régime autoritaire. Pour le moment, on est à cheval entre un état de non-droit largement consommé et on a 1,5 pied dans la dictature. Oui, et d'ailleurs, je suis tout à fait d'accord sur le fait que, contrairement à la réponse dont on va parler après, qui a utilisé un style et des mots très hasardeux, cet éditorial s'appuie sur une lecture très très avisée. Regardez par exemple lorsqu'il dit, à la fin du premier paragraphe, et l'avènement, parlant du Hirak, il parle de l'avènement d'un État, il ne dit pas d'un État civil et non militaire, mais il dit d'un État authentiquement civil et non militaire. L'usage de l'adverbe authentiquement, ça prouve le complexe. Même le fait que l'éditorialiste est très avisé, il connaît très bien la réalité en Algérie, parce que le régime dit très bien que c'est un État civil. Absolument. Alors que nous, Algériens, on sait très bien
que c'est une façade civile qui existe et pas un État authentique, alors que le Hirak demande un État authentiquement civil, comme ils disent. Donc l'adverbe est bien placé, donc jusqu'au choix des mots, cet édition est très précis. Ça a été fait à l'équerre, Karim. Voilà. Alors et la réponse, justement, la réponse de M. l'ambassadeur, qui se voulait à la hauteur de cet éditorial et qui insulte par son contenu, par sa forme, par son style. Ça veut dire celui qui a rédigé, je ne sais pas si c'est l'ambassadeur lui-même ou s'il a reçu c'est signé par l'ambassadeur. En tout cas, il assume puisque c'est lui qui signe. Il a signé. Mais il est allé jusqu'à confondre, excusez-moi, hacha comme par avance. Dans notre pudeur proverbiale algérienne, on essaye d'éviter certains vocables, mais il confond anal et anal. Anal qui veut dire archive. Les annales, c'est les archives, c'est là où on conserve le meilleur, le plus fort de ce qui s'est passé. Et le reste se passe de commentaires. Et le reste se passe de commentaires et qui suggère un organe un peu... mais il n'y a pas que ça, mais dans le style, dans la façon de dire, dans la façon d'affirmer que Tebboune a été élu par le peuple de façon démocratique, souveraine. Tout le texte est truvé de choses absolument atroces. Et il exige, au titre du droit de réponse, votre rédaction ne saura manquer au devoir de publier intégralement cette mise au point selon le format et la place consacrés à l'édito. Et moi, si j'étais à la place de la junte qui est le vrai maître, j'écrirais au monde pour leur dire, je vous en supplie, ne la publiez pas. Ne publiez pas. Et je vous laisse en débattre parce que ça vaut le déplacement. Hélas. Encore une fois, ça acte aussi, et c'est dit en filigrane, ça acte aussi l'impéritie du commandement militaire. Parce qu'il faut le rendre responsable de cette situation, à la fois de l'élection, à la fois de la révision constitutionnelle et ce que vous avez dit en off, et des élections sous haute tension à partir du 12 juin. Il faut à tout prix situer les responsabilités aujourd'hui. Et c'est eux qui assument justement cette situation de bradage carrément des fonctions de l'État. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que ça, c'est au nom de l'Algérien et de tous les Algériens. Et j'ai envie de dire qu'un étudiant, peut-être, deuxième année, troisième année de licence, il aurait pu faire la relecture de ce texte et ça nous aurait évité le déshonneur rien que sur la forme, sans aller vers le fond. Ils n'ont pas de gens habilités à ce genre de correction. Moi, je pense que ce qui arrive, à l'ambassade. Moi, je pense qu'il n'y a pas de... Logiquement, et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être qu'ils l'ont reçu tel quel, ils lui ont dit signe et tais-toi, ne change rien. Nous, on sait ce qu'on fait. Moi, je peux même, peut-être je m'avance trop, je suis presque sûr que l'ambassadeur va être rappelé très vite. Laissez passer cela. À cause de ça? Oui, je pense. Mais peut-être qu'il a reçu le texte. Peut-être qu'on l'a reçu d'une caserne, on lui a dit tu signes et tu te tais. Je pense qu'il va être rappelé. Sa fonction. La qualité de réponse, d'abord, ne répond pas au canon diplomatique, ne correspond pas sur ce que l'on sait de l'ambassadeur d'Algérie. Tu es là pour confirmer de son niveau culturel et de son approche. Moi, je suis de l'avis de M. Benchenouf. Ce texte lui a été proposé, il n'a fait qu'apposer sa signature. Oui, mais mais ça n'explique pas tout. Voilà, qu'il l'ait publié comme ça, il aurait pu le corriger. Sincèrement, je connais Daouda. C'est une insulte à la notion de prudence, prudence telle que perçue diplomatiquement. Je ne parle pas de la prudence de faire attention. Mais la prudence, ça veut dire cette intelligence qui consiste à aller doucement, à ne pas se mettre en porte-à-faux. C'est incroyable. Si c'est lui qui a écrit cela, avec ses collaborateurs, d'abord c'est très mauvais, c'est un très mauvais français. Il y a beaucoup de fautes d'orthographe, beaucoup de fautes... De lourdeur, de style. De grammaire et de syntaxe, etc. Il y a beaucoup de fautes. Et cela m'étonne de Daouda Antar, qui sait écrire. Je peux en témoigner, il sait écrire. Si c'est vous qui le dites, donc ça... Il sait écrire, vous savez, pas de doute à cela. Je voudrais revenir à l'emploi des adverbes dont a parlé Karim. Effectivement, il y a dans l'entretien de Tebboune, il y a beaucoup d'adverbes. Par exemple, les deux journalistes, pour les nommer ainsi, disent que Tebboune a demandé
à son équipe de quitter, de partir, de les laisser seuls. Et qu'est-ce que disent les journalistes dans leur introduction? Ils nous ont laissés presque seuls. J'aime bien ça. Voilà, l'emploi des adverbes, presque seuls. Donc, ils ne sont pas partis. Presque seuls. C'est incroyable. C'est quand même alors, révélateur. s'il n'y a plus rien à dire sur ça... Non, j'ai juste une chose pour la réponse. Karim Et ça me paraît assez important. Dans le 5e, 6e petit paragraphe, contrairement à d'autres pays, dès lors qu'il s'agit de commenter l'actualité politique en Algérie, l'on déforme les réalités en employant des qualifiés inappropriés, présentant ainsi le maintien de l'ordre, prérogative régalienne de tout État, comme pratique de répression. Pour reprendre Weber, celui qui détient la force légitime de répression, on est d'accord. Mais vous n'êtes pas légitime, vous-même, tous, État. Vous n'êtes pas légitime à... Donc, et puis la justice n'est pas indépendante. Il n'y a pas de séparation des pouvoirs. N'est pas indépendante. C'est un régime militaire. Ce n'est pas une république démocratique. Et ça, c'est important à le souligner. Ils ne peuvent pas se prétendre d'être légitimes à utiliser la violence pour protéger l'État. Il n'y a eu aucune attaque contre l'État, ni contre les institutions. Brahim l'a dit assez souvent, je tiens à le répéter, parce que pour moi, ça a été quelque chose de révélateur dans mon esprit, quand tu as dit, il y a plus d'un an ou un an et demi ou 2 ans, je ne me souviens plus, quand tu as dit, à un moment ou à un autre, il faudra envisager, je reste poli, et je reste un peu diplomatique, à occuper les lieux de pouvoir. Oui. Tu te rappelles? Tout à fait. Donc c'est pour ramener ça au... J'ai juste un petit commentaire à faire sur cette réponse tout à fait honteuse. Je pense qu'il y a beaucoup trop de choses actuellement qui échappent à ce régime pour que ce soit l'effet du hasard. Moi, j'y vois derrière la pression d'une révolution pacifique qui pousse ce régime à l'erreur. Ce sont des soubresauts de désespoir. Tout à fait, parce que là, arriver à un tel niveau, quand même... C'est perdre ses moyens. C'est perdre ses moyens. Ils sont poussés à l'erreur, et c'est pour ça qu'il faut toujours se rappeler que la révolution pacifique est en position de force. Et que ce régime, permettez-moi l'expression, je dois le dire, est vraiment tombé très très bas, et vous savez à quoi je fais référence. Juste pour terminer, Ibrahim, vous parlez des annales. Rappelez-vous, je tiens à rappeler à nos téléspectateurs et téléspectatrices, aux gens qui regardent, c'est que le fameux documentaire sur TV5, vous avez vu la violence avec laquelle l'État algérien a répondu? Oui. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé quand la première condamnation par le Haut Comité aux Nations Unies pour les droits de l'homme? Oui. Rappelez-vous de la condamnation du Parlement européen. Et de la deuxième, ils ont fait preuve, me semble-t-il, et Karim, je ne sais pas si tu vas avoir cette approche-là, beaucoup plus de virulence que par rapport à la réponse qu'aurait apporté l'ambassadeur à l'éditorial. Alors nous allons... oui. Ce qui est cocasse, bon, je vais appuyer sur les épaules de Daoud. Ce qui est cocasse, c'est que quand ils disent rédiger à partir d'une salle de rédaction. Mais alors là, merci Brahim. Merci. Ça, c'est le bouquet. Ah, merci. Alors, je vais dire le truc, parce que moi, quand j'ai lu ça, j'ai rien compris. Alors, il dit sous le ton de reproche, du reproche. C'est comme s'il a dit un torchon rédigé dans l'arrière-cuisine. Non, alors, qu'est-ce qu'il dit? Rédigé à partir d'une salle de rédaction parisienne. Oui, mais où vous voulez qu'il le rédige? Il aurait dû mettre obscur. Là, on le met sur à la limite, d'une obscure, d'une officine, Alors, rédigé à partir d'une salle de rédaction parisienne. Jamaldine, ça, le régime est fini et ce sont maintenant... C'est un signe, hein? C'est un signe, ça c'est... Permettez-moi, c'est la décadence. Ça c'est la décadence. Alors, mes chers amis, vous parliez tout à l'heure de Tebboune et de sa traversée des déserts qui s'est opposée à Bouteflika, aux forces de l'argent, qui a fait une traversée du désert. Nous allons voir 2 images. D'abord, celle de quand il nous promet qu'il appliquera, quand il nous jure, qu'il appliquera le programme de Bouteflika coûte que coûte. Et ensuite, cette façon très amicale d'approcher Saïd Bouteflika. Regardez. أقسم بالله العلي العظيم أن برنامج فخامة الرئيس ما يتوقف مهما كانت الظروف. أقسم بالله العلي العظيم أن برنامج فخامة الرئيس ما يتوقف مهما كانت الظروف.
Et regardez comment son attitude avec le frère du président, le véritable patron, le véritable président, dont on nous dit aujourd'hui qu'il était l'un de ses plus virulents opposants. Regardez. Voilà, la main sur l'épaule de Saïd, très affectueusement. Et là aussi, regardez comment Saïd le regarde. Regardez comme ils sont en boussade, hein, gentiment. Il y a aussi la vidéo, il se fait réprimander par celle-là aussi. Celle-là, elle est révélatrice. Hein. Ouais. Alors nous allons arriver maintenant aux élections qui se préparent. On sommes à J-4, je crois. 12, oui. Alors... Est-ce que je peux juste dire un mot? Bien sûr. Ce qui m'a vraiment réjoui, je me suis régalé quand il a cité Corneille. Ah oui, c'est vrai, c'est incroyable. Hein. Ce culot. On a dû lui envoyer un message anonyme pour le montrer du doigt. Et lui a tellement plu qu'il a cité. J'aimerais qu'on nous ramène l'édito. Attendez. Allez-y, je le cherche, il est là. Allez-y. Allez, continuez. C'est incroyable. En plus, on ne sait pas donc pourquoi il cite ce passage. Enfin, c'est incroyable. Cette adresse, d'ailleurs, il la tronque d'une certaine... Il la tronque parce qu'il l'ampute de la première partie, qui dit « te mesurer à moi » et il parle du de Cid et de... Oui, non, mais cette phrase a été prononcée par Don Gomes, qu'on appelle le comte, Corneille appelle le comte, oui. Don Gomes. Don Gomes, c'est le père de la dulcinée, de la fiancée de Don Rodrigue. Et Don Rodrigue, le père de Don Rodrigue, dont j'oublie le nom, a été tué par Don Gomes. A été tué par le Don Gomes. Donc, Don Rodrigue vient le défier, vient finalement défier son quasi-beau-père. Parce qu'il devait épouser Chimène. Oui. Et puis, il lui dit la chanceleur, il dit te mesurer à moi. Vous avez toute la tirade? Oui. Allez-y, lisez-la. À moi. Je la connais presque par cœur, mais pour ne pas me tromper. D'accord, très bien. Qui t'a rendu si vain? Toi, qu'on n'a jamais vu les armes à la main. Il parle de lui. Oui, mais il ne dit pas la réponse. Mais il ne dit pas la réponse. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Et là, vous allez reconnaître les mots de Corneille, et que nous citons souvent, d'ailleurs, nous. Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées. La valeur n'attend pas le nombre des années. Voilà. C'est incroyable. Voilà. À qui venge son père, dit Don Rodrigue, et il n'est rien d'impossible. Alors lui, il s'est vu dans la peau du jeune Cid. Hein, oui, mais il cite mal le Cid. Ce n'est pas le Cid qui prononce les mots qu'il a prononcés, l'adresse qu'il a prononcée. D'accord. Ce n'est pas le Cid, c'est le comte Don Gomes. C'est le père de Chimène. Mais moi, ce qui me sidère, c'est que c'est presque pathologique tout ça. Oui, justement. Mais ça relève de la psychiatrie. Oui, et puis de la pression aussi, parce qu'ils sont aux abois. Moi j'y vois beaucoup des signes d'écroulement qui s'approchent. Et je pense que la pression de la révolution pacifique leur fait perdre leurs moyens. Ils sont vraiment perdus. Est-ce que quelqu'un lui a mis cette phrase-là dans le texte? C'est troublant. C'est incroyable. Parce que même l'utilité, à quoi sert? Même quand on voit, pareil, la réponse de l'ambassadeur sur le fond. Là, on peut aller un petit peu sur le fond. On voit quand même que c'est vide et qu'il n'y a pas de texture, il n'y a pas de teneur. C'est une vraie médiocratie. Hein. C'est la médiocratie. Parce qu'il n'y croit pas. Il n'y croit plus, en tout cas. Il n'y croit plus. Alors, nous allons... Moi qui connais un peu... Il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'idée, il n'y a pas beaucoup d'argent pour acheter la clientèle. Monsieur Benchelouf le disait, on a tous la crainte, et on l'a dit depuis très longtemps, que ce soit finalement l'ensemble d'Algériens qui vont tomber dans la précarité économique, qui va faire qu'il y aura peut-être la rupture du consentement à l'autorité, ce qui évidemment ne faut qu'on souhaite pas. Ce que nous ne souhaitons pas parce qu'on préfère une réalité, il faut la prendre politique que la colère et la révolution de la faim. Moi qui connais un peu Daoud Antar, j'ai l'impression qu'il a lâché prise, qu'il il n'en veut plus. C'est pas défendre le régime qu'il représente à Paris. C'est pas défendre. Pas du tout. C'est pas du tout. Pas du tout, c'est bien pas du tout, absolument. Alors, son rôle, c'est pas de défendre le régime. Son rôle, c'est d'apporter quelque chose aux citoyens algériens. C'est d'essayer de faire marcher ses missions économiques au-delà des problèmes plus ou moins sérieux. Je me permets de vous interrompre. On doit passer au sujet suivant, les élections. Et alors là, c'est
carnaval au sens vrai du terme. Ouais. C'est un vrai carnaval, une campagne électorale où il n'y a pas de public, des salles vides, complètement vides. D'ailleurs, j'aimerais qu'on nous montre quelques salles vides, des meetings avec 3-4 personnes. Bengrina qui donne un viatique, qui un petit sac où il y a... Il n'a pas voulu mettre du cachir, il a changé, il a mis de la vache qui rit, de mes baguettes de pain. Et qui, Bengrina, j'aimerais qu'on nous montre cette vidéo, Naziha, qui jette des bonbons aux enfants et aux femmes qui ont été rameutés d'un peu partout, qui ont été ramenés dans des autocars. Une image terrible qui rappelle la colonisation, quand on jetait des bonbons aux enfants. C'est incroyable, c'est incroyable. Mais pire que ça, nous allons voir une vidéo de Bengrina qui s'en prend directement et de façon très forte à la Kabylie. Il parle de 2 régions, de 2 wilayats. Et un Bengrina qui n'aurait pas pu dire ça s'il n'avait été missionné pour le dire, parce que ce qu'il dit est extrêmement grave. Nous allons l'écouter, puis nous allons en parler. La salle vide d'abord, salle vide. احنا كرهنا من البروتوكولات، كرهنا من الوعود الكاذبه، رانا نقولوا لكم يا خوتي شوفوا الانسان اللي راهو انسان في المستوى، ومش قاعد نقول لكم خطاب رنان، انا جو سوي سبيسياليست نتاع لي دومين، انا راني نقول لك اليوم وغدوه جيب لي نابورت كان، جيب لي اي واحد انا نهضر معاه انا وندخل معاه بالتفاصيل، نبداوها من التلفزيون حتى لونجاجمون المونداتمون دي بودي كريونس، جو سوي لا لان انا ما ينقصني والو، انا تنقصني الناس هادو يجيو يشوفونا ويقعدوا معانا ونشربهم، انا ما نكلفهمش، وانا جابتني النزعه القوميه، النزعه التاريخيه، لان انا ولد التاريخ، وانا حكالي بابا وجدي Nous allons voir la vidéo de Bengrina qui parle de la Kabylie dans un moment, mais en attendant, nous allons le voir dans un autre de ces grands... nous allons voir M. Bengrina. أقول مشكلة ولايتين أو ولايتين وبعض أجزاء من بضع ولايات هي صنيعة سلطة مرت خلال عشرات من السنين السابقة بكل أسف شديد. عندما تعامل أي منطقة في الشرق أو في الغرب أو في الشمال بأنها أو توصف بأنها منطقة الرخوة، هذا ضعف في السلطة، حتى أن يوم من الأيام أحد الذين هم الآن في الحبس، يوم تم تصنيف شيء من مطالب هذه المنطقة وتم دسترته، تكلم معي، قلت له في الحقيقة أنتم راكم تحاوروا في بعضكم. قلت له رئيس الحكومة هو من نفس المنطقة، واللي يدير الإضراب من نفس المنطقة، واللي وبكل صراحة وأخوة نقول لك كثر بيتي مقابل بيته، في الليل يتلاقاو كل في البيت نتاعو، وتقاسم أدوار. لا تبنى الدولة بهذا المنطق. الدولة لماذا الدولة لا رجل الدولة يجب أن يتمثل أخلاق الدولة وأخلاق الجمهورية، ولا يتمثل أخلاق الحي ولا المرميطة ولا الدوار ولا الدشرة. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن الرجل الذي يقود في الدولة، سواء في مؤسسة عسكرية أو مؤسسة أمنية أو مؤسسة مدنية أو في قصر المرادية أو في قصر الشهيد سعيداء أو في وزارة من الوزارات أو في ولاية أو في بلدية، يجب أن يتمثل أخلاق الدولة وأخلاق الجمهورية، ولا يتمثل أخلاق ابن عمي سنتاعو ولا. Nous allons encore le voir en train de distribuer des bonbons et on va en parler.
Alors, mes chers amis, d'abord sur cette histoire de bonbons qu'on jette à la foule, mais imaginez un peu qu'un candidat ici en Europe, en Allemagne, en France, se permette une telle outrance, un tel mépris. On dirait qu'il est en train de distribuer du maïs à des poulets. C'est incroyable. Comme vous l'avez dit à l'instant, nous avons vécu ça, en effet, pendant la colonisation. On s'en rappelle, Brahim. Oui, absolument. Absolument. Surtout lors des mariages des Européens, lançaient des bonbons et des piécettes. Oui, des dragées, aux indigènes, aux dédragés. Aux enfants qui étaient là pour courir, se bagarrer pour en ramasser quelques miettes, quelques bonbons, quelques dragées. Ce que nous avons vu est insupportable. Est insupportable. Et comme Algérien, je pense que vous avez le même sentiment que moi. Moi, je ne peux pas et je ne m'identifie pas à cela. Ça ne représente pas mon algérianité. Ça ne représente pas mon algérianité. Mais pourtant, c'est des images qu'on voit qui se passent à Alger, dans au une lieu grande de salle. semer des idées et de vraies idées, il jette aux gens des bonbons comme si c'était César qui passait dans un état conquis. Ou chez les gueux. Voilà. C'est triste. C'est très, très triste. Et dire. J'ai rien à dire, c'est des comportements outranciers, c'est des comportements qui n'ont droit à aucune circonstance atténuante. Je ne sais pas d'où il tire cette communication, peut-être grand public, parce que ça renvoie, il a dû être conseillé pour faire ça, mais il montre tout simplement son idiotie et sa crétinerie, pas plus, pas moins, au-delà du fait que la plupart des jeunes, c'était des jeunes enfants qui ont dû être mobilisés. Donc, parler de cet individu, moi, je vous dis honnêtement, me révulse, et je reviendrai plus tôt quand il va parler sur la deuxième partie. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur le sentiment d'indignation que ça suscite. C'est ignoble, c'est révoltant aussi, parce que ça montre à quel point la situation politique s'est dégradée en Algérie. Il n'y a plus de politique. C'est à ça que ça se réduit, la politique. C'est ça les candidats, hein. C'est ça les candidats qui nous proposent. Et je trouve cette situation aussi absurde que celle montrée avant dans la vidéo du bonhomme qui faisait son discours face à une salle vide. Oui. Ça, c'est normalement... Vide, complètement. Il y avait 3 personnes. Oui, à la limite, le monsieur-là, il avait du courage. Voilà. Pas celui-là. Non, en fait, les deux situations sont symptomatiques, en fait. Parce que l'autre aussi parlait à une salle vide. C'est-à-dire, c'est campagne sans public, c'est-à-dire, il n'y a pas de campagne. Mais il parlait comme s'il parlait à des milliers de gens. Mais c'est ça, c'est pour ça, pour moi, ça doit être enregistré, étudié peut-être, mais pas dans des institutions politiques, mais plus dans les institutions de je sais pas, psychiatriques peut-être. Ça peut être des cas d'école, comme tu dis. Voilà. Alors nous allons aller très vite parce que... Ça soulève le dégoût. Ouais. Ah oui. Mais alors, sur la Kabylie, parce que moi je trouve que c'est extrêmement grave. Là, en fait, il montre du doigt directement, jamais personne ne l'a fait jusque-là. Il essaie de monter les uns contre les autres, les Kabyles et le reste du pays, mais d'une façon atroce, d'une façon immonde. Nous l'avons dit lundi dernier ensemble, il y a un enjeu. Il y a un enjeu de cohésion nationale. Et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas cessé de parler de lien national, de lien social entre les Algériens. Effectivement, ils sont en train de vouloir rompre. Est-ce que ça relève d'une stratégie? Est-ce qu'ils veulent pousser à la division entre la Kabylie et le reste du pays? Et d'ailleurs, les effets qui commencent à se montrer autant en Kabylie que dans le reste de l'Algérie, et effectivement, beaucoup sont en train de mal réagir contre les Kabyles, et des Kabyles sont en train de mal réagir contre le reste de l'Algérie. C'est fait certainement dans le but de... Mais ça va aller très loin, ça risque de... Ça peut être un des éléments d'un dispositif qui est mis en place. Je rejoins un peu. C'est vrai. Mais, il y a la chance de voir, et vous l'avez dit tout à l'heure avec Mme Achia Kchout, c'est l'unité qui se dessine, plus qu'elle se dessine, qui se renforce. Vous pensez qu'on ne va pas succomber à ce genre de traquenard? Je ne crois pas. Que les Algériens sauront rester unis? Je ne crois pas. La force de la révolution est toujours là. Il ne faut pas négliger cela. Il y a une force de la révolution qui est toujours là, qui est toujours présente et qui est toujours prégnante.
Ce que je voulais dire, je suis un peu en contradiction avec Brahim. Pour tout ce qui est unité d'action, ensemble, en fonction de la transition qu'on doit à tout prix arracher, je souscris à ton discours complet. Mais nous ne sommes pas arrivés à une union. L'union, ça nécessite déjà la faculté de dialoguer, la faculté de revisiter la nation, la faculté que toutes les composantes fondatrices de l'identité algérienne soient dans un juste équilibre. Et c'est à ce moment-là qu'on fera nation. Pour le moment, ce que demandent les Algériens, et c'est les hiérakistes qui résident sur le sol national, c'est unité d'action. Arrivera le moment, dans le cadre de la transition, une fois que ce que les uns appellent préalable, les autres appellent quelles sont les modalités pour y arriver seront clairement définies. Nous parlerons d'un ordre juridique nouveau, on parlera d'un système autonomique des régions, on parlera d'une nation. Mais pour revenir à M. Ben-Guirina, c'est ça. Moi qui m'insulte, moi ça ne me touche pas. Honnêtement, ça ne me touche pas, c'est pas possible. Nous allons d'abord montrer une autre vidéo de Chorfi, je vous donne la parole. Chorfi, dans le même contexte. Hein. شوف انا قلتها في الرئاسيه تقولها انا بالنسبه لي ولدتها بكل صراحه مش ديماغوجيه انا ما نفرقش بين مناطق البلاد ما نفرقش وما نحبش نهضر على انا بالنسبه لي الجزائر ممكن هناك يكون نسبه مشاركه اقوى ممكن هنا يكون نسبه مشاركه لكن ما نحبش ندير انا واش يهمني المواطن يكون حر في اداء الواجب نتاعو هكذا كي نقفل لك الباب ونخرج نقول له ما دخلش يلقى عفارها سي طافوت انت جيت قدام الباب لقيت الباب مقفول يا اخي هكذا مفهوم ولا كيفاش كي تخير الباب يكون محلول وانت تخير ما تجيش تدخل اوكي قال هذا راهو رفض الدعوه بصح انت الباب تاعك تلقاه مقفول. Mais il n'a pas interpellé ce monsieur qui est chargé de surveiller les élections et l'éthique qui doivent accompagner les élections. Il n'a pas interpellé Ben-Guirina pour lui dire vous avez prononcé des mots très graves contre une partie de notre pays, contre toute une région. Déjà, je rappelle que ce n'est pas la première fois que ce discours a lieu en Algérie. Je pense que tout le monde se souvient de ce triste personnage, de cette députée Naïma Salhi, pour ne pas la nommer, qui a été elle qui portait ce genre de discours. Et elle a fait même pire. Elle avait appelé même à se séparer littéralement, à ne plus traiter avec les habitants. Ne pas se marier avec eux, ne pas commercer avec eux. De la Kabylie. Donc le prophète. Là, Ben-Guirina, ce personnage qui pue la haine, qui souhaite vraiment cette haine raciale, c'est un raciste invétéré, prend ce rôle à son compte parce qu'on l'a actionné, on l'a missionné pour faire cela. Je pense qu'il y a une stratégie. Il y a une stratégie d'abord de diabolisation de la Kabylie. C'est pas nouveau. Oui, mais avec une vision politique, parce que pas forcément avec une vision régionaliste, mais pour ce qu'elle représente maintenant, politiquement. Parce que moi, je l'ai dit, je le répète, l'avenir de l'Algérie passera par une politisation de toute l'Algérie sur le modèle de la Kabylie, c'est-à-dire sur une position de citoyenneté active. Parce qu'en Kabylie, on a toujours milité pour un système au service des citoyens et pas un système qui assujettit et met à son service les citoyens. Et le comble, c'est que ce monsieur, quand il parle des Kabyles qui sont dans le gouvernement et dans les grèves, de qui il parle? De Ouyahia, qui est un Kabyle de service, et de Sidi Saïd, qui est un Kabyle de service. Ils sont tous les deux dans son régime à lui. Parce que lui aussi, c'est un gars de service. Tout à fait. Et alors que les Kabyles, ils vomissent Ouyahia, ils vomissent Sidi Saïd. Pourquoi les identifier à Sidi Saïd, à qui vont faire des grèves, et à le club des pains? Qu'est-ce que ça a à voir, cet amalgame douteux, plus que douteux? En tout cas, lui, c'est sa manière de distiller son venin. Mais il y a un point important aussi. Très vite, parce qu'il y a un point que nous devons traiter. L'an dernier, en fait, il y a 2 ans, 2019, ça a été fait
contre la Kabylie. Les régions, toutes les autres régions de l'Algérie ont répondu présentes et ont soutenu la Kabylie, notamment en brandissant l'emblème amazigh dans toutes les wilayas. Je pense que cette fois-ci, la solidarité ne suffirait pas, mais moi je pense qu'il faudrait une réaction plutôt politique sur le fond du dossier. Parce que ce qui fait peur, ça n'est pas la Kabylie en tant que région, mais la Kabylie pour ce qu'elle représente politiquement. Comme exemple de démocratie. Très vite, parce qu'il y a un sujet dont on doit parler mardi, demain. Brahim, vous voulez dire quelque chose très vite? Je crois qu'on dit que les rancunes sont plus tenaces que les principes. Là, c'est une rancune quelque part. Et elle est tenace chez ce type d'individu. Mais peut-être de l'opportunisme, parce qu'il sait que ce sentiment anti-kabyle existe. Alors je crois qu'il le porte en lui-même. Je crois que il faut regarder ce qu'est le mouvement du 22 février. D'ailleurs, la dénomination, à mon avis, devrait changer. Moi, je crois qu'il faut absolument parler aujourd'hui de révolution, parce qu'il y a une révolution. Ouais. Et il y a une révolution, y compris dans les principes, parce que cette révolution a des principes et s'assoit sur des principes. J'ai fait l'impasse tout à l'heure. Non, tout à fait, quitte à passer mon tour après. C'est l'exemple même d'un raciste primaire. C'est quelqu'un qui, moi, ne m'inspire, et je le dis, que du mépris. Je n'ai rien d'autre à dire, rien d'autre à raconter. Alors, demain, mardi 120, avec l'étau sécuritaire, certains parlent de blocus sécuritaire ou d'état de siège sécuritaire contre le Hirak pour le contraindre, l'empêcher de sortir avant les élections. Et demain, ça va être mardi. Et très probablement, tout est bloqué. Est-ce que les étudiants vont pouvoir sortir? Est-ce que les habituels citoyens qui les accompagnent vont pouvoir être à leur côté? Moi, je dirais une seule chose, c'est que je ne suis pas légitime, j'étais étudiant il y a plus de 40 ans. Je les appelle simplement à manifester, ne pas prendre de risques sur leur santé, ne pas prendre le risque d'être embastillés, de faire des sit-ins, de manifester leur opposition, parce que cette jeunesse-là, on aura besoin d'elle après le 12. Il faut qu'elle se mette déjà en perspective pour essayer de gérer l'après-élection du 12, où là, pendant l'été, elle aura beaucoup de choses à faire, à réaliser, à expliquer aux populations de l'intérieur du pays, afin qu'elles puissent comprendre les enjeux. Brahim Youssi, et puis Karim, 2 minutes chacun, dommage, on a fini l'émission. Le pouvoir illégitime, me semble-t-il, croit qu'il a affaire en appelant même la révolution Hirak, croit avoir affaire à une foule. Oui. Alors que depuis le 22 février 2019, c'est une opinion qui est née. C'est une véritable opinion. Absolument. Et moi, aussi, contrairement à ce que dit mon ami Idir et notre ami Idir, c'est que je crois qu'il y a une union qui est en marche. Malgré les turbulences, on avait parlé de conflit, moi je ne vois pas de contre-révolution. Ils sont incapables de manœuvrer une contre-révolution. Il y a eu des turbulences, des perturbations, et aujourd'hui, ce qu'on avait vu hier, moi j'ai vu les belles choses à Paris, mais c'est important. Les belles choses que nous voyons depuis le 24 février 2019 à Paris. Je crois que le 24 à Paris. Il y a un retour, c'est ce que je disais tout à l'heure, pardonnez-moi, je répète le mot, c'est la palingénésie. Il y a une renaissance. Karim, le mot de la fin. Je suis tout à fait d'accord, d'autant plus qu'on l'a déjà dit, mais il faut le redire, le régime, c'est vrai, n'arrive pas à manœuvrer, et le terme manœuvrer est très important, c'est-à-dire à la gérer dans tout, n'arrive pas à manœuvrer une contre-révolution, et en empêchant les manifestations de la révolution d'avoir lieu à Alger, de fait, maintenant, la révolution se propage partout où il y a des Algériens. La révolution, maintenant, elle est portée. Donc les étudiants, demain, sortiront là où ils pourront sortir. Mais ceux qui ne sortiront pas, par exemple à Alger Centre, puisqu'il y aura, à mon avis, cette fermeture sécuritaire, je pense que feront aussi leur révolution. Et la révolution, elle est en train de se faire maintenant, et c'est sur ça que je termine, la révolution maintenant se fait tout le temps, ça veut dire qu'elle n'est plus que vendredi et mardi, la révolution se fait tout le temps,
Et partout. Elle ne se fait pas uniquement dans les centres-villes. La révolution, dorénavant, se fait tout le temps et partout. Monsieur Benchelouf, allons-y. S'il vous plaît. Oui, oui. Pour rebondir sur ce que disait mon ami Ibrahim, oui à l'unité d'action en attendant de construire un véritable pacte d'union nationale. Oui, oui. Pour le moment, nous sommes en phase de construction d'unité d'action parce qu'à travers le Hirak, les révolutionnaires, nous avons les islamistes, nous avons les gauchistes, nous avons les nationalistes, nous avons les islamo-nationalistes. Unité d'action, la transition, après nous aurons, dans le cadre de la transition, réglé les soucis du nouveau pacte d'union nationale qui va structurer à la fois le champ politique et le fond sociétal. Le dialogue a commencé. Le dialogue a commencé. Ça peut y avoir des anicroches et cela nous l'avons vécu, mais le dialogue a commencé. C'est ça qui est important. Et la preuve, pour rebondir sur ce qu'a dit Karim, c'est la presse internationale qui s'est saisie de l'affaire algérienne aujourd'hui. Ah bah oui. Absolument. Et les peuples, parce que maintenant ça se propage. Et les authentiques journalistes. Mais il ne faut pas oublier. C'est grâce à des journalistes de Maralibias, grâce à Riposte Internationale, grâce au collectif de partout, dans le collectif de Karim. Nous avons eu tout à l'heure une dame. Merci. Nous sommes en révolution tout le temps et partout. Merci. Tu l'as converti. Merci Brahim Younsi, merci Karim Naïtou Slimane. Merci à Sia Guchoud, merci à vous, chers amis. Une chose, ces gens-là veulent nous diviser. Ils veulent monter des Algériens contre des Algériens. Tous ceux qui réagissent favorablement et dans le sens de ce qui se concocte contre notre union et notre solidarité apportera de l'eau au moulin du régime. Nous ne devons pas tomber dans ce traquenard odieux qui pourrait nous mener à des situations que nous ne pouvons même pas évoquer. بارك الله فيكم بقوا على خير سلمية سلمية خوا حتى تجي الحرية.